Moi, je suis Manon Coléou, je suis co-animatrice de l'espace auto-organisation. Dans l'espace auto-organisation, donc le pôle auto-organisation, le pôle Militer Centracte et le pôle désobéissance populaire. Donc nous, dans l'idée, on ne veut pas seulement militer et voter, mais on est pour une transformation sociale et une émancipation individuelle dans la société. Alors moi, je ne suis pas du tout du milieu rural, sauf si on peut dire que les vacances chez mes grands-parents, ça compte, mais je ne suis pas certaine. Par contre, les questions d'auto-organisation, je les ai connues par des actions plutôt en région parisienne, là où je viens, au travers d'actions dans le logement, avec par exemple avec des locataires, des histoires de fenêtres trop petites par rapport à l'encadrement de la fenêtre. Et du coup, il faisait super froid dans les appartements. Le bailleur social ne voulait rien entendre. Et puis, finalement, avec la mobilisation collective, on a réussi à faire changer les fenêtres. Et du coup, les gens avaient moins froid, payaient moins de factures d'énergie, tout ça. Donc, moi, je viens pas de région parisienne, mais par contre, je pense qu'on peut militer partout. Et voilà, avant, on allait dans l'histoire de la gauche, on se syndiquait, quand on faisait partie d'un parti de gauche, on se syndiquait à l'usine. Maintenant, nous, dans l'objectif, ce serait d'aller construire des syndicats d'usagers du service public, construire des luttes écologiques. Notre objectif, c'est de multiplier les espaces de militantisme pour faire grandir le nombre de militants de la France insoumise. Là, on a 2 années devant nous, sans élection. Donc nous, on reviendra un peu plus tard dans la formation sur quelles étapes on vous propose à venir. Et du coup, 2 années sans élection, ça veut pas... Enfin, vous voyez bien que pendant les élections présidentielles, on a amassé beaucoup de force, beaucoup d'énergie, il y avait une émulsion collective. Et là, dans l'idée, c'est de continuer à maintenir cette énergie et à la transformer pour mener des actions, s'organiser partout et donc dans les milieux ruraux. Et donc le mouvement, même si on pourrait croire qu'il est urbain, en fait il est aussi rural et vous les représentez. Et on sait bien que c'est pas toujours évident de s'organiser en milieu rural. Et nous, on voulait vous proposer quelques outils avec l'Institut Alinsky qu'Adrien représente aujourd'hui. Mais d'abord, je vais laisser la parole au co-animateur du livret Ruralité. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Caroline Fesselier, co-animatrice du livret Ruralité Aménagement du territoire. C'est toujours très intéressant quand des espaces de notre mouvement s'intéressent à la ruralité. C'est pas toujours. On milite, nous aussi, au sein du livret pour qu'on parle davantage de ruralité partout, plus souvent. Et donc là, on était forcément ravis de voir cet atelier. On sait qu'il y a énormément de luttes en milieu rural, que ce soit pour la défense des services publics, que ce soit pour défendre l'environnement, les luttes agricoles, etc. Et on sait aussi que nos camarades sur le terrain sont souvent un petit peu seuls, ont besoin de coups de main, de relais, de savoir comment faire, trouver des camarades, comment s'organiser, parce que militer en milieu rural, ça veut dire qu'il faut prendre la voiture, il faut retrouver des copains par-ci par-là, il faut s'entraider, tout ça. Donc on ne milite pas de la même manière en zone rurale qu'en zone urbaine. Et c'est vrai que notre mouvement a plutôt développé des techniques de militantisme, ou en tout cas des outils qui sont plus axés sur l'urbain. Et nous, on trouve ça aussi intéressant de venir creuser des nouvelles formes d'action en rural. Il y a plein de copains qui font plein de choses sur le terrain, mais on n'est pas forcément au courant. Donc le but aussi pour nous, co-animateurs de livret, c'est aussi de servir de plateforme pour que les copains viennent nous dire ce qu'ils font, ce qui marche, pour pouvoir permettre à d'autres de s'en inspirer, de faire aussi s'ils ne savent pas trop. Donc l'idée, c'est d'arriver à peut-être mettre en place une plateforme de mutualisation des luttes, savoir qui fait quoi dans tel coin, et puis si quelqu'un a lutté contre la disparition d'une gare, par exemple,
eh bien, ceux qui vont vivre la même chose peuvent s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, demander comment ils ont fait, des coups de main, etc. Et puis l'idée, c'est aussi de développer des liens quand même un peu plus importants que ce qui a pu être fait sur le mandat précédent avec le groupe parlementaire. Et je suis contente de voir certaines de nos députés qui sont là. J'en vois plusieurs. Et donc, merci à vous d'être là. Et donc j'en profite, comme il y a un petit peu de monde qui s'intéresse aux questions de ruralité, je fais une toute petite auto-promo. Samedi midi, on organise un repas partagé pour tous ceux qui ont envie de discuter de ruralité. C'est un temps informel, on se donne rendez-vous à la buvette et on attend tous ceux qui ont envie de discuter sur ces problématiques. Voilà. Merci. Écoutez, moi je suis Guillaume Chaussemy, je suis co-animateur du livret Ruralité Aménagement du Territoire et je suis vraiment très heureux également que cet atelier existe. Déjà parce que j'ai participé à une lutte rurale importante qui est la création et toujours le maintien du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse dans l'Indre, qui était une gare qui a failli perdre tous ses arrêts en direction de Paris. Ils ne voulaient plus nous mettre que des TER, donc on s'est battu pour garder, conserver et développer les arrêts dans cette gare. Et je pourrais un petit peu alimenter quelques exemples qui vont nous être montrés, et en particulier les méthodes. Voilà. Je suis très heureux de ça. Je pense que dans la ruralité, on se sent parfois un peu moins légitime à travailler parce qu'on est de gauche, à faire des choses. Et je pense qu'il faut vraiment oser. Là, c'est le moment d'y aller et de faire et de se battre pour les choses qui nous tiennent à cœur. Voilà. Merci, Guillaume. Donc moi, je m'appelle Adrien Roux. Et du coup... donc déjà pour dire aussi sur l'atelier tel qu'on l'imagine là, c'est à peu près 2 temps, un peu partage d'expérience, et on va le voir là avec ce que va nous raconter Guillaume. Moi je vais donner aussi 2-3 histoires, et puis ce qu'il y a là, en gros parmi nous là, dans les participants, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour gagner, et puis partir ensemble avec quelques méthodes, c'est quoi les premières... c'est quoi les quelques étapes, c'est quoi les quelques méthodes qui permettent de gagner. Moi, pour vous dire, d'où ça vient ça. Moi, mon premier militantisme, il est donc lié au syndicalisme agricole et paysan. Donc j'ai grandi dans un village qui est dans le Pilat. Je ne sais pas s'il y a des Team Pilat, non? Il n'y en a pas? Team Pilat, papa, représente. Donc comme Manon le disait, la forme, en tout cas la forme d'organisation collective dans laquelle moi je crois, et qui à mon avis est doit être fondamentalement imbriquée avec le travail qu'on fait au sein de la France Insoumise au moment des élections, c'est le syndicalisme. Et du coup, et on va le voir ensemble, en tout cas ce que je vous propose de penser avec un peu ce levier qu'on peut construire pour défendre les services publics, en gros que ce soit des syndicats de parents d'élèves pour se battre pour les écoles, des syndicats d'usagers des transports sur l'accès aux services publics, et bien sûr donc syndicalisme paysan, et je vous raconterai aussi des choses qu'on essaye de faire dans des logiques de syndicats de riverains pour mener de front la bataille pour la transformation écologique dans nos campagnes. Donc l'expérience, l'élément aussi, et qui me semble déterminant d'avoir en tête, c'est l'idée de, des fois dit de militantisme boule de neige. C'est-à-dire comment, en tant que militant et que militante, en fait, on fait boule de neige autour de nous. Et donc, à quel endroit, c'est quoi les lieux, c'est quoi les espaces, c'est quoi les moments qui vont nous permettre d'embarquer d'autres personnes dans la lutte. Moi, comment ça a commencé pour moi? Donc, comme je vous disais, j'ai mon père qui est paysan, mon grand frère et autres, et à un moment où il y avait donc la boîte qui avait fait signer des contrats dégueulasses aux paysans qui avaient des vaches donc dans le Pilat, mais ailleurs, il y avait à un moment des personnes qui étaient dans une mer de noir jusqu'à que j'ai un des voisins qui fasse une tentative de suicide. Et ça a fait un peu électrochoc dans le village sur l'ampleur de l'injustice de ce qui se joue aujourd'hui avec ces énormes boîtes agroalimentaires qui arrivent à imposer des contrats
Les paysans l'avaient signé volontairement, sauf que après 2-3 ans, en fait, ils se retrouvaient avec des revenus misérables. Et donc, et là, il y avait un gars, il s'appelait Jean-Noël, il nous faisait, quand on était petit, le catéchisme, mais qui était un peu c'était pas un curé, mais un diacre rouge, et qui dit, putain, il faut qu'on s'organise là, tous les paysans, mais ça suffira pas, et du coup, il faut qu'on aide tout le monde au village, et donc il venait notamment au gymnase. Moi, je faisais du handball, il venait à la sortie de l'entraînement de handball pour dire, les jeunes, on a besoin de vous, parce que là, c'est tout le monde qui est concerné, vous avez entendu ce qui s'est passé, on est en train de faire une mobilisation, on a besoin de la jeunesse derrière nous. Et du coup, moi, j'étais pas, pas du tout, on n'était pas politisé quoi, pour un sou, quoi, mais on s'est retrouvés planqués dans le bois à attendre le camion qui revenait de la ferme après avoir chargé des cochons, et puis bloquer le camion et à le faire descendre les cochons, et puis le camion qui revenait à vide à l'usine. Et puis nous qui ramenions les cochons, comme il avait déjà signé le contrat et le reçu, et ben il y avait le paiement. Bon, je vous rentre pas dans les détails de la lutte, mais pour moi ça avait été une expérience fondatrice. Comme on est peut-être plusieurs à en avoir vécu, c'est une expérience militante qui transforme un peu une vie. Parce que j'ai découvert que quand on est plusieurs, on a plus de force, et puis ce pouvoir-là que je vous disais, je crois beaucoup au syndicalisme, de l'action directe, l'action collective, pour renverser pour faire peur aux puissants, pour renverser à un moment les rapports de force. Donc l'expérience fondatrice, et je pense le rôle, et c'est un travail qui reste fondamental dans le milieu rural, c'est le soutien à une forme de syndicalisme paysan. On l'a vu, il y a plusieurs aujourd'hui luttes majeures dans les 10 dernières années en France qui se sont faites autour des logiques d'expropriation, de récupération des terres. Donc on pense à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou plus proche d'ici, au Center Park, donc pour ceux qui connaissent là de l'Isère. Et du coup, un des premiers fronts sur lequel on se retrouve et sur lequel il y a un combat à mener, il est là. Un deuxième front clé sur lequel on s'est retrouvé engagé, ça a été, et tu en diras un peu plus, Guillaume, le combat pour les services publics en milieu rural, contre l'inégalité d'accès aux services publics. Et avec alors il y en a plusieurs, mais quelques fronts sur lesquels on a eu une expérience, qui va être l'éducation, les batailles contre la fermeture des classes, la santé ou les transports publics. Récemment, pour donner aussi des exemples pas très loin d'ici, un type de combat qui a pu être mené, ça a été pour augmenter les arrêts. Il y avait des réductions d'arrêts ou des arrêts insuffisants sur la ligne entre Lyon et Valence. Ils privilégiaient les directs. Or, quand on est sur les petits villages, sur le long de la ligne, il y a un enjeu qu'il y ait assez de trains, des trains plus tardifs et qui s'arrêtent souvent. Notre idée, au sein du pôle auto-organisation, et puis plus largement, là, nous, dans notre expérience, dans en tout cas la mienne, c'est de penser à la fois lutte ponctuelle, mais de penser aussi organisation collective durable. Et de se dire finalement de la même chose pour le syndicalisme paysan. En gros, on ne va pas seulement mener une bataille, on va construire un syndicat qui a vocation à grandir, à être puissant. Et on se rend compte qu'on a besoin de construire ces organisations pour gagner à long terme et pas seulement sur des mobilisations ponctuelles. Donc là, dans ce qui s'était joué, le but c'était de dire qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient isolées, qui étaient représentants du comité d'usagers de la ligne. Et on disait, ok, sauf qu'on n'est pas assez nombreux, les gens ne se bougent pas, ça ne marche pas. Donc l'enjeu, c'était de se dire, tiens, comment on arrive à être plus nombreuses. Et donc la proposition, ça avait été de se faire, voilà, il y avait un truc en quelques étapes, mais l'enjeu clé, c'était de se dire comment on arrive à construire un syndicat d'usagers des transports sur la ligne Lyon-Valence et donc sur les villages. Et donc 3-4 personnes qui s'étaient formées à se dire, allez, on va se motiver chaque fois qu'on prend les transports à aller en gros parler aux autres personnes et les recruter pour le collectif d'usagers. Et donc, et on le verra un petit peu plus tard, c'est quoi finalement cette posture qui permet non seulement en gros d'aller discuter aux gens au moment venu pour les faire voter ou de faire signer une pétition, mais en disant ouais bonjour, il y a pas mal de gens qui trouvent qu'il y a des dysfonctionnements dans le train, qu'il y a des pannes ou qu'il manque des arrêts ou que le dernier train est trop tardif et qui ont envie d'améliorer ça. Vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer en priorité? Ok, il y a des gens qui sont en train de construire un espèce de syndicat d'usagers, ça vous dirait d'en faire partie.
De la même manière, en construisant ce syndicat d'usagers, finalement, ils sont passés de 6-7 personnes à je crois, 110 membres du collectif, plus ensuite une liste de contacts d'à peu près 100 personnes qui étaient là pour soutenir et qui a permis, le moment venu, quand il fallait pousser la négociation avec la SNCF et la région, d'aller se battre pour avoir augmenté, notamment obtenir un train plus tard le soir pour pouvoir notamment pour ceux qui faisaient les trajets pendulaires. Donc, deuxième front classique, et on y reviendra avec toi, Guillaume, parce que je pense qu'il y en a plusieurs peut-être d'entre vous qui ont des expériences là-dessus. Et le troisième sur lequel on se bat un peu en ce moment, c'est le front de la transformation écologique. Et au sein des campagnes, on se retrouve vraiment au front, pour le coup, de cet enjeu-là. On l'a vu cet été encore plus. On le voit aujourd'hui avec la question de l'utilisation de l'eau, de l'usage de l'eau et des conflits sur l'usage de l'eau. Nous, là, dans l'expo qu'on a mené, la bataille s'est menée plutôt sur la question des pesticides, avec des cas d'intoxication liés à l'usage massif, excessif, abusif des pesticides dans des plantations de pommiers ou dans des vignes. Et donc là, de la même manière, la question se pose sur comment, de là où on est, en milieu rural, au front de ces campagnes-là, comment on peut finalement construire des organisations massives qui vont être capables d'accompagner le basculement de la transformation du modèle agricole productiviste. Et pour l'avoir un peu en tête, l'image qu'on a, c'est un peu le triangle. En gros, aujourd'hui, il y a un pôle qui est bien organisé, qui est puissant, qui est le syndicat et le lobby de l'agro-industrie, et qui arrive à remporter la plupart des arbitrages auprès des autorités publiques aux différents niveaux. Donc là, par exemple, sur les questions d'usage de l'eau, quand on a découvert ça un peu cet été, chaque fois qu'il y avait des arbitrages dans les commissions d'instance au sein de la préfecture, il y a des représentants hasardeux des usagers, mais la plupart des arbitrages, ils sont remportés par les représentants de la FNSEA quand il s'agit de définir qui paye pour l'eau et qui l'utilise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, 98% des infrastructures de l'eau sont payées par les redevances des particuliers, et 41% de l'eau est utilisée par l'agriculture. Là, je dis au niveau général. Il y a un écart assez énorme. Du coup, comment on inverse la balance? L'idée, c'est de se dire dans quelle mesure on est capable de construire, donc on appelle ça des éco-syndicats, finalement, les communautés qui se retrouvent au front de l'agriculture industrielle, comme on arrive dans notre commune à se battre. Donc il y en a qui sont battus pour obtenir un arrêté anti-pesticides au niveau de la commune. Nous, là, ça s'est joué au niveau de riverains, par exemple, de pommiers, parce que ça fait partie des fruits qui utilisent le plus de pesticides, et avec des pratiques qui sont souvent abusives, qui ne respectent même pas la loi, qui pourtant la loi est insuffisamment protectrice. Donc là, l'enjeu, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire? Là encore, il y avait 2-3 motivés qui avaient conscience du problème, mais c'était insuffisant. Et donc l'idée, ça a été de se dire, allez, on construit ce qu'on appelle donc un comité organisateur, les 3-4 motivés qui sont là pour faire ça, et on va se donner 1 mois, 2 mois pour aller à la rencontre des gens, des voisins, et multiplier par 100 notre nombre. Et donc concrètement, ça voulait dire aller à la sortie des écoles, parce qu'effectivement c'est là où il pouvait y avoir de l'inquiétude sur la santé des enfants, aller taper aux portes sur les maisons qui sont le plus proches des plantations, en disant bonjour, je me permets de taper parce qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiètent aujourd'hui sur les conséquences sur la santé, sur l'air, dans l'eau, de l'usage massif des pesticides là, sur les plantations de pommiers. Vous, en gros, qu'est-ce qui peut vous inquiéter par rapport à ça? Et en gros, on part de portes d'entrée très, très concrètes, et le but, c'est d'arriver des gens en gros, à la fois de sensibilité pour s'engager très concrètement là-dessus, jusqu'à ensuite organiser une assemblée. Donc là, concrètement, on s'est retrouvé à avoir à peu près 300-350 contacts qu'on a invités massivement, et il y a une petite centaine de personnes qui est venue pour l'assemblée, dans laquelle on disait c'est quoi l'enjeu prioritaire. Il y a le fait qu'ils fassent de l'épandage des moments où il y a beaucoup de vent. Il y a le fait qu'ils utilisent certains produits. Il y a eu des tests qui sont interdits et qui vont rendre l'eau impropre à la consommation. Et il y a la question des distances d'épandage par rapport aux maisons. Bon, je vous passe dans les détails, mais à chaque fois, quand on se construit en syndicat, par rapport à une lutte un peu réactive, quand il y a une fermeture de gare, et on y reviendra ou autre, c'est qu'on anticipe et on va regarder ensemble, définir, et c'est ça la logique syndicale, c'est quoi nos revendications prioritaires,
c'est quoi les actions et les leviers de pouvoir qu'on peut mener. On va devoir mener l'enquête, on va devoir aller chercher peut-être des alliés, et comment on va pouvoir, par ces leviers de pression, aller chercher des petites victoires d'abord. Donc là, les petites victoires, c'était la fin de l'épandage en grand vent, et l'installation d'anémomètres pour pouvoir contrôler ça et le sanctionner. Et des plus grandes victoires, comme ont été menées par exemple du côté plutôt du Bordelais, là sur les vignes, avec la conversion là, récemment, de 90 hectares en agriculture biologique sur la partie des plantations qui était le plus proche des habitations. Donc l'enjeu, en gros, c'est d'arriver à voir comment on identifie ces différents fronts, donc voilà, notamment services publics ou transformation écologique, et puis qu'on peut construire là où on est des collectifs, ce qu'on appelle des syndicats d'usagers, des syndicats de riverains. On est à peu près convaincus, on l'a vu là, que la plupart d'entre nous sont en milieu rural depuis plus longtemps ou depuis très longtemps, qu'on a des expériences de lutte. J'ai pris le temps de décrire là une un peu plus sur la question agricole. Guillaume va nous raconter une plus spécifiquement sur la fermeture et sur une bataille autour d'une gare. Et je vous proposerai ensuite de partager là, par rapport aux expériences qu'on a, c'est quoi finalement les principaux enseignements qu'on en tire pour arriver à mener la bataille, gagner, mais surtout faire grandir nos organisations, nos réseaux militants à travers les luttes qu'on mène. Guillaume, tu peux nous raconter, toi, comment ça s'est passé ? Merci beaucoup. Écoutez, moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu nous as dit, hein, évidemment. Il y a une dimension claire que tu as bien exprimée. C'est comment faire grandir le groupe de départ. Parce qu'il y a toujours, au niveau d'une lutte, il y a toujours quelque chose, il y a toujours plusieurs personnes, 1, 2, 3, 5, qui vont se mettre d'accord sur un problème qui va se passer dans l'endroit où vous êtes. Alors, particulièrement par chez moi, c'était la fin des arrêts intercités au niveau d'une gare. Ils allaient donc enclaver notre gare. Notre gare était à 2h10 de Paris et elle allait arriver à 3h30, tout simplement. Donc autant dire que plus personne n'allait y venir et plus personne n'allait aller à Paris d'un seul coup, du jour au lendemain. Et il fallait aller ensuite dans une plus grosse gare plus loin pour y aller. Clairement, il faut savoir créer le rapport de force et donc agrandir ce cercle de départ. Savoir qu'en ruralité, tu reviendras sûrement là-dessus, on vit tous par réseau, par grappe. Des grappes locales, des grappes de génération aussi, parce qu'on va tous au collège, au lycée ensemble, et puis souvent on arrive à se retrouver. Et ça nous permet d'avoir 1 ou 2 personnes, un petit peu tête de pont, on peut appeler ça leader d'opinion, qui peut aider à augmenter ces réseaux et à permettre d'agrandir les cercles. Clairement, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On était 2 personnes, on n'était pas 50. La personne qui était avec moi s'appelle Martine Hirzinski, peut-être que certains la connaissent, elle est comédienne, donc, et elle était membre du Parlement de la NUP pour les dernières élections. Et Martine Hirzinski entend parler dans le train, que je prenais de temps en temps avec elle, puisque je suis usager du train et je vais à Paris assez souvent, qu'on allait nous enlever les fameux arrêts intercités. Donc on s'est mis d'accord assez vite pour aller faire une pétition, parce que c'était le meilleur moyen de trouver des gens qui peuvent être d'accord avec nous. On avait pensé que c'était celui-là. C'est assez simple, puisque, à vrai dire, on était sur une question où tout le monde était d'accord. Même s'ils n'étaient pas usagers du train, tu l'as bien dit, on est tous concernés par les luttes pour lesquelles on se bat. Tout le monde était d'accord de ne pas perdre ces fameux arrêts intercités, et tout le monde était d'accord de les développer. Donc on a travaillé sur une pétition, et on a surtout travaillé les médias. On a fait en sorte que les personnes des médias qu'on connaissait un petit peu, moi je suis maire d'une petite commune rurale, donc ça me permet de les connaître, et on a réussi à assez vite convaincre les personnes qui suivaient médiatiquement le secteur que cette lutte était bonne, de faire en sorte d'assez vite convaincre quelques autres élus locaux que la lutte était intéressante, et suite à plusieurs samedis d'affilée, parce qu'on a éculé les marchés pour aller se faire signer cette pétition, nous faire montrer, parler avec des médias et avoir des articles, on a décidé de faire une grande réunion pour expliquer ce qui se passait, et puis se mettre en mouvement, en commun. Et là, la grande surprise, c'est qu'à la réunion, on était 250.
alors qu'on attendait. Bon, si il y avait eu 50 personnes, on était super heureux. On était 250. Et assez vite, la lutte de manière assez claire et donc le rapport de force vis-à-vis de la SNCF s'est imposé. Première réunion, on a décidé évidemment de faire des courriers, de discuter, de rencontrer les gens. À la deuxième réunion, on a bien réussi à faire comprendre que ça ne marchait pas, qu'on n'avait pas d'infos. Et à la troisième, on a décidé d'arrêter des trains. Et on a arrêté 21 fois le train. Des trains Paris-Toulouse, des Toulouse-Paris. Et ils se sont vraiment arrêtés à Argenton-sur-Creuse. Ils ont été obligés d'attendre et de voir ce que ça faisait. On avait un slogan, c'est on n'est pas des vaches. Hein. Les vaches, elles regardent passer le train quand il passe devant. Ben, nous, on a tout fait pour pas être des vaches et pas regarder les trains passer. On a même eu le bonheur de faire craquer Macron, puisque le premier arrêt intercité qu'on a récupéré, c'est Macron lui-même qui l'a annoncé à la télévision pendant le grand débat. À Gargilès, il était venu dans notre département. Et Macron, il a dit, la première chose qu'il a dit, d'abord, on va remettre un arrêt de train à Argenton-sur-Creuse, à la gare. Donc, ça nous a fait très plaisir de le faire craquer, très plaisir de prouver à ce gouvernement qu'on était capable de renverser ce que le libéralisme nous fait subir chaque jour, c'est-à-dire mettre en difficulté les services publics pour que forcément ils marchent moins bien et puis qu'à la fin on puisse dire les services publics ils servent à rien, il faut les privatiser. Parce que c'est vraiment ça ce qu'ils veulent à la fin, c'est privatiser les services publics et en particulier dans nos villages, puisque comme on est loin, on y va moins souvent, c'est plus facile. Bon, on pourrait faire le parallèle, on a parlé de maternité tout à l'heure, nous on a la maternité du Blanc pas loin, les postes elles s'en vont, les trésors publics s'en vont, tout s'en va. Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment de travailler un rapport de force et surtout de le continuer. Parce que suite à ces 21 stop trains, donc on a récupéré 2 arrêts sur les 3 qu'on nous avait enlevés. On se bat toujours pour en récupérer donc 2 autres, parce qu'on en demande toujours un de plus que ce qu'on nous enlève, histoire d'en rajouter dans la machine. Surtout, on essaye d'être très professionnel. Moi, il y a 5 ans, je ne connaissais rien à la SNCF, à part comment prendre un billet. Bon, maintenant, c'est encore pire avec SNCF Direct, plus personne n'arrive à prendre un billet, donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'un sillon, je sais ce que c'est que le nombre de trains par journée, on sait ce que c'est qu'un caténaire, on sait ce que c'est qu'un train qui ouvre une voie, par exemple, l'hiver et qui empêche. Vous savez qu'avant, il y avait des trains de nuit. Les trains de nuit, ils dégelaient les caténaires quand ça gelait. Maintenant, il n'y a plus de trains de nuit, donc ils font passer un train diesel à 4h du matin pour dégeler les caténaires pour que les trains électriques puissent passer. Voilà, enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours, il y a sûrement plein de gens de la SNCF en plus ici qui s'y connaissent 1000 fois mieux que moi. Mais enfin, voilà, donc il faut devenir aussi spécialiste du combat. Ça, c'est un conseil que j'ai à vous donner, parce que quand vous êtes face à la DGITM, quand vous êtes face à la SNCF, quand vous êtes face au vice-président des régions, des transports, quand vous êtes face au préfet, le préfet Philiseau qui s'occupe des trains intercités, ou encore il y a 2 jours, j'étais avec un conseiller de Clément Beaune. D'ailleurs, j'ai donné rendez-vous à Clément Beaune demain après-midi et il peut venir me voir, il n'y a pas de souci pour parler de la gare d'Argenton. Il faut vraiment avoir l'air sérieux, il faut toujours venir avec un dossier, il faut toujours être complet, il faut toujours savoir de quoi on parle. On ne peut pas se lancer dans un combat en disant bon voilà, mon combat il est vertueux. Donc vous ne pouvez pas dire non. Si, ils ont toujours des intérêts. Il y a des intérêts financiers, ils vont toujours vous sortir un tableau Excel vous disant vous voyez là, il n'y a rien, etc. Enfin voilà. Il faut toujours arriver dessus. Et par exemple, par rapport au combat de la gare d'Argenton et des 2 arrêts, depuis le Covid, la gare d'Argenton-sur-Creuse sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, c'est la seule gare qui gagne des voyageurs. La seule. Voyez, ce qui fait que les gens, non seulement les arrêts qu'on a récupérés, ils prennent le train, et en plus, il y a une prise du transport collectif ferroviaire militant. C'est-à-dire que les gens, avant, ils auraient pris leur voiture pour aller à Paris, pour aller à Orléans, pour aller à Limoges. Maintenant, ils se disent, je vais regarder s'il y a quand même un train dans les horaires, et ils le prennent. Donc tout ça, c'est important. La lutte, c'est aussi vertueux de ce côté-là. Vous allez réussir à faire ramener des gens vers vos combats. Ils vont vraiment le prendre en main et le rapporter. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Donc je disais, continuer le rapport de force. On s'est installé en association. On réalise une AG, 3 à 4 réunions par an. On fait des communiqués de presse. On est partout, voilà. On a essayé de s'imposer dans les élections en envoyant des questionnaires, en essayant de rencontrer les candidats. Enfin voilà, pour perpétuer ce combat et pour pas que l'État, la SNCF pense qu'on n'existe plus. On va dans les réunions, voilà. On a intégré à Urgence Polt une association sur le Polt. On est critique de ce que fait la FNOT parce que la FNOT est d'accord pour libéraliser le rail. Alors voilà, enfin tout ce genre de choses. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de devenir des experts,
créer un rapport de force, le maintenir et voilà, faire en sorte que... Vous voyez, il y a 2 jours, je disais, donc, j'ai rencontré un conseiller Clément Beaune. Clément Beaune, qui est le ministre des Transports, il vient dans notre département et tout de suite, dès que je sais, je demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas reçu. Parce que c'est la base. Le plus gros comité d'usagers de la SNCF et de la ligne Polt, il doit être reçu quand le ministre des Transports vient dans le département. Il ne faut pas le laisser passer. Parce que si vous le laissez passer, ils vont croire c'est pas important, ils n'ont pas voulu me rencontrer quand ils sont venus. Non, on s'est imposé, on est venu. On ne l'a pas vu, d'accord. Mais je vous garantis qu'il sait maintenant qui on est. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important. Je vais faire une petite relation supplémentaire parce que tu as parlé des luttes pour les services publics. Donc ça, c'était pour la gare d'Argenton. Mais comme je suis maire, moi, je me suis aussi battu pour ne pas perdre une classe cette année. Et oui, là, on n'est pas du tout dans le même rapport de force. Là, je vous garantis, avec l'inspecteur de l'éducation nationale et avec le DAZEN, il n'y a que les médias qui marchent. Il faut leur dire, je vais mettre des caméras devant l'école. Il faut leur dire, il y a tous les parents avec moi. Il faut leur dire, il y a tous les élus du coin avec moi. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire au rendez-vous avec l'inspecteur. Dès que vous savez, vous, dans vos communes, si vous avez un élu rural qui sait qu'il va perdre une classe, tout de suite, il faut faire venir l'inspecteur, faire venir le DAZEN et lui faire peur. Il n'y a que le rapport de force qui marche, je suis désolé de vous le dire. Si vous ne le faites pas, vous perdrez votre classe tout de suite. Ils vous diront, de toute façon, vous ne m'avez rien dit, alors on vous l'a enlevé. Pourquoi ? Faut avertir les syndicats, il faut faire tout le boulot, quoi. Et faites gaffe, parce que les parents d'élèves et les professeurs de l'école, c'est très difficile à mettre en mouvement. Extrêmement difficile. Donc, faut bien s'armer et bien travailler autour. Voilà, donc je voulais rajouter ça parce que c'est important, c'est complètement différent. Tu vois. Allez, merci de votre écoute. Merci et bravo pour le combat, Guillaume. Parce qu'effectivement, c'est ce type de combat. Et en gros, c'est ça un peu l'image, c'est ça. Partager là, ce type de combat, notre capacité collective à la fois à mener ces combats, à les gagner, mais aussi à grandir et à faire grandir les organisations. Moi, mon cerveau là d'ordinateur syndical, j'entends, on est le plus gros comité d'usagers du train de la région, et du coup, c'est ça un peu le truc là. Comment est-ce qu'on construit les organisations? Et c'est ça le militantisme un peu boule de neige. On va construire des organisations, c'est des organisations de lutte. Ciblés sur des trucs très précis, mais au sein duquel, peut-être on pourra en reparler tout à l'heure, mais on peut partager la vision politique, on partage effectivement pourquoi nous aussi on se bat, pourquoi on est engagé par ailleurs à la France Insoumise, et comment au sein de ces espaces de lutte, on fait grandir effectivement la vision politique, et puis on recrute à la fois des gens qui vont eux-mêmes être boule de neige, et puis faire grandir le mouvement. Pour savoir, là parmi eux, je vais demander aux personnes qui ont une expérience, soit de lutte en milieu rural, de victoire ou de défaite ou de mobilisation en cours. Je vais vous demander de vous lever, juste debout, pour voir des personnes qui ont participé, soit comme militants, militantes. Non, qui l'a mené depuis, ça peut être il y a 20 ans, ça peut être hier, ça peut être comme parent d'élève, ça peut être une petite bataille. Ok, et donc merci. Et restez debout. Et donc là, ce que je vous propose, c'est un petit temps de partage d'expérience. On a eu celle de Guillaume, mais chacune des vôtres est précieuse. Donc tous les autres qui ne sont pas debout, je vais vous proposer, donc alors comment je vais organiser ça? Regardez, tous ceux qui sont debout, venez de ce côté de la ligne jaune. À gauche de la ligne jaune. Pardon, oui, l'autre gauche. Et en gros, on va faire une petite interview. Donc tous ceux qui ne sont pas debout, vous allez vous demander en gros d'aller demander à ces personnes qui ou elles vous racontent cette lutte et les principaux enseignements qu'on peut en tirer sur les batailles qu'on a envie de mener par ailleurs. D'accord ? Donc je vous invite chacun maintenant à vous lever, à aller vous mettre en binôme. Si jamais il n'y a pas assez de personnes, vous pouvez vous mettre à 3, à 2 avec une autre personne. Et une fois que vous êtes un groupe, vous avez le droit de pouvoir vous asseoir et de vous trouver un petit truc. Ok ? Est-ce que la consigne est assez claire ? Ouais. Donc je vous invite à vous lever et d'aller voir. Et on va prendre pendant 10 minutes en gros. D'abord question, en 2 étapes. D'abord question de faire, raconte-moi comment ça s'est passé. Toi, comment tu t'es engagé.
c'est quoi combien de personnes il y avait, les questions de journalistes, vous voulez, quand, combien, quoi, comment, et ensuite, sur le temps qui restera, c'est au fond quelles leçons on peut tirer de cette lutte-là. D'accord ? Je vous invite maintenant à vous lever et aller chercher un... Ah, ok, tu l'as déjà. Les autres ? Pardon ? Ouais. Je vous invite à revenir vous asseoir. Ouais, c'est mieux là. Hein ? Ouais. Il a dit quoi ? Faut pas ? Mais si. On est debout. On est toujours debout. Des fois, on s'assoit pour se reposer, mais c'est pour se relever. Chacune, si vous voulez bien, revenir. Parmi les personnes qui ont été un peu en mode intervieweur, intervieweuse, qui a entendu une belle histoire ? Qui a envie de, qui a quelque chose à partager, qui a retenu de la lutte qu'il ou elle a entendu là dans le petit entretien. Je regarde. Toi, par exemple, c'est quoi ton nom ? Denis. En gros, toi, donc c'était quoi la lutte et qu'est-ce que tu retiens ? Ah ben, donc en fait, où elle est ma correspondante, elle n'est pas là. Bon, là-bas. Donc en fait, elle nous racontait l'histoire qui lui arrive. Enfin, il supprimait la poste dans son village. Donc apparemment, ils ont mis en place une belle action puisqu'ils ont fait du porte-à-porte et ils sont allés voir les gens. Et ils ont eu une pétition qui était plus importante que les élections, que la participation aux élections. C'est bien ça. Et bon, il y avait apparemment il y a une belle motivation. Seulement, voilà, ça n'a pas abouti. Mais le combat était là. C'est ce qui compte parce que la conclusion, c'est qu'ils ont appris, apparemment ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont appris dans le village que s'il y avait une lutte à faire, ils avaient une référence. C'est ça. Yes, merci. C'est comment ton nom ? Merci Denis. Ça me permet d'avoir en tête, en gros, quand on mène ces luttes-là, et là, on a le bon exemple là-dedans. Moi, souvent, j'ai en tête, au fond, on mène 3 combats en même temps où il y a 3 transformations qu'on veut viser. La transformation institutionnelle, en gros, on se bat pour obtenir une ligne supplémentaire pour la transformation et l'amélioration du service public. C'est souvent ce qu'on vise. La transformation collective, c'est les liens qui sont créés, c'est les organisations qui sont construites dans la lutte. Et la transformation individuelle, c'est comment, en gros, des personnes vont se politiser, s'émanciper, s'engager là-dedans. Et du coup, c'est souvent ça qui est marquant, et c'est pour ça qu'il faut les démultiplier, cette lutte-là. Et il y en a qu'on va gagner, mais clairement, il y en a qu'on va perdre. Mais on va perdre peut-être la transformation institutionnelle, mais on aura construit des relations, on aura construit des organisations collectives, on aura construit de la conscientisation, et c'est ça qu'il faut arriver à mener. Là, tu as parlé de la poste, alors on avait parlé des trains. Pour avoir une idée, est-ce qu'il y a d'autres types de batailles qui ont été menées qu'on n'a pas encore, pour avoir le panorama un peu des luttes qu'on mène en milieu rural ? Ok. En gros, la question qui est posée, c'est ça. Comment, là, on sait qu'une poste va être supprimée ? À quel moment on a l'information ? Finalement, comme dirait Guillaume, comment on fait pour devenir spécialiste de la lutte à mener avant même qu'elle commence ? Caroline ? Alors, j'ai dans la tête une lutte qui est menée dans le domaine écologique, qui est un petit peu portée par un de nos députés, Christophe, qui est là. C'est la lutte par rapport à Bure. Et peut-être que ça pourrait être intéressant que tu viennes nous en dire 2 mots, en fait, parce que tu suis cette lutte-là. Et c'est une lutte écologique intéressante aussi. Et voilà. On va les faire travailler un peu, nos députés. Non. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Rapidement, je ne vais pas vous embêter longtemps. Pourquoi la lutte ? Tu as parlé de Bure. Bure, tout le monde connaît Bure.
Oui, c'est dans un petit village, c'est dans un département que tout le monde connaît, qui est la Meuse. Mais je vous en dirai plus demain sur tout ça. Pourquoi Bure, ça me touche? Parce que Bure, ça devient le trou du cul de notre système productiviste. On ne sait pas quoi faire des putains de déchets de notre industrie, l'industrie qui a duré 50 ans, et on ne sait pas quoi faire. Alors, j'ai pas envie de faire un débat sur le nucléaire, je n'ai pas les compétences, le nucléaire c'est bien ou c'est pas bien. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en 50 ans, on a produit des déchets qui ont une durée de vie moyenne de 300 000 ans. Voire les plus longtemps, c'est 2 millions d'années. En 50 ans, on a produit ça. Et je vous invite à découvrir la bande dessinée de Davodo, de Perchmerle. À Bure, il a fait une bande dessinée où il va visiter la grotte de Perchmerle, où l'Homo sapiens, il y a 25 000 ans, a fait des dessins. Et c'est ce qu'ils nous transmettent 25 000 ans après. Ils nous transmettent une œuvre d'art. Et nous, à Bure, dans le petit village de 80 habitants, qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures? Mais quand je parle, ce n'est pas 25 000 ans. C'est 200 000 ans, 300 000 ans, qu'est-ce qu'on va transmettre? La radioactivité, parce que le nucléaire, avant tout, c'est une bombe. Voilà Bure, rapidement résumé. Et j'aimerais tant, et j'aimerais bien qu'il y ait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui convergent à Bure, parce que c'est là le nœud du problème. Si on arrive à stopper Bure, on arrive à sortir de notre système capitaliste. Donc, demain... Je vous en parlerai plus parce que demain, je vais faire une conférence gesticulée, mais ça va parler de tas d'autres choses. Mais surtout, c'est ça. Dans la tête, ce soir, 4 lettres à retenir. B-U-R-E. Bure. B. B comme bafoué, comme ils ont bafoué la démocratie. U comme ubuesque, comme est ce projet. R comme répression, comme jamais vis-à-vis des militants. Et E, expropriation des terres et des mémoires et des habitants. Donc, ce soir, B-U-R-E, et demain, on en reparle. Je vous remercie. Merci. Il y a des grosses luttes comme ça, pour l'avoir. Aussi, un des enjeux, c'est d'avoir une petite vision là, du panorama des luttes, finalement, qui sont menées en milieu rural. Vous savez, il y a une carte qui existe, la carte de la lutte, alors contre les... Je pense à ça, Bure, contre notamment les projets néfastes. Les grands projets inutiles, non, ça a changé de nom maintenant. Inutile et imposé, ouais, merci. Donc, c'est vrai, donc ça, il y a souvent, c'est une des formes de lutte qui arrive souvent, c'est finalement quand on se prend un truc qui nous arrive sur la gueule, et du coup, on va construire un collectif, et il va y avoir, on va dire, un contexte qui peut favoriser la mobilisation. Dans certains cas, et sur la question agricole, comme ce que je vous le disais moi, on n'a pas la chance entre guillemets d'avoir ça. Il y a plutôt l'image de vous voyez l'image de la grenouille dans laquelle on fait chauffer l'eau petit à petit. Et ben l'agriculture polluante, c'est ce qui s'est passé un peu dans les campagnes. Si jamais on avait mis effectivement aujourd'hui la transformation agricole avec la concentration des terres, avec l'usage massif des produits chimiques, ça avait été fait du jour au lendemain, on aurait eu des mobilisations comme à Bure partout dans les campagnes. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on va dans la rivière et il n'y a plus de poissons, plus pêcher. L'eau n'est plus buvable. On a appris là il y a peu de temps que l'eau de pluie même n'était plus potable. Bon, ça c'est encore plus large, mais en tout cas, il y a un truc où c'est un peu plus dur à mobiliser parce qu'il n'y a pas un truc qu'on se prend par la gueule. Et pourtant, on se retrouve dans la campagne au front de ce type de bataille-là. Et c'est possible, et moi c'est vraiment un des éléments sur lequel je crois, c'est qu'on a l'image de la lutte, mais l'enjeu c'est d'arriver à le plus possible à se dire comment on fait grandir des petits collectifs. Et on commence, et Guillaume, ton histoire elle est d'autant plus marquante, on commence à 2 des fois, mais on se dit putain quand même, c'est abusé que dans le village on continue à utiliser ces merdes-là et qu'il n'y a rien qui bouge. Et donc, par quoi on commence ? Là, la proposition, un petit peu pour finir, c'est d'avoir une petite vision de tiens, on a envie de soutenir une lutte, on a envie de renforcer la mobilisation, c'est souvent l'élément clé. Et en gros, par quoi on commence, comment on fait pour aller parler à des personnes, comme tu l'as fait dans le train, ou peut-être devant la poste, ou alors en tapant aux portes des voisins, pour aller parler les gens et leur proposer. Leur demander sur quoi eux ils ont envie de se battre, on verra, qu'est-ce qu'ils en pensent eux de cette situation et s'ils sont prêts à faire partie d'un collectif de lutte qui se monte souvent au niveau, on dit
plutôt que, des fois c'est au niveau du village, mais ça va être plus large au niveau généralement d'un canton là, où finalement de là où la question dans laquelle la lutte se pose. Tu veux? Moi, je viens de Savoie. Je milite notamment, mais pas que, mais avec les gars d'Extinction Rébellion. Un de nos combats actuels, c'est sur les canons à neige, sur des stations comme La Fécla, où ça ressemble carrément à rien, où c'est du grand n'importe quoi, mais où on n'arrive pas à sensibiliser suffisamment de gens pour faire nombre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci. Il faut l'amener, cette bataille-là, encore plus quand on a vu ce qui s'est passé en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de lutte qu'on n'a pas du tout, pour la voir dans le paysage, qu'on n'a pas du tout parlé? Les maternelles en milieu rural, bah, ça sert à rien, donc on n'en a pas, quoi. Vas-y. La copine là, que j'ai vue tout à l'heure nous a parlé de la lutte contre les antennes 4G, 5G et les personnes, comment elle a dit, électrosensibles. Voilà. Donc ça, c'est des combats aussi qu'il faut mener. Yes. Oui, moi, c'est pas une lutte, c'est une prélutte en quelque sorte. À savoir que au niveau de la France Insoumise, je suis militant de la France Insoumise depuis de très nombreuses années. J'ai migré, j'habite en milieu rural depuis plus de 30 ans, etc. Il y a la constitution d'un groupe d'action en milieu rural. Dans le Gard. Avec la problématique pour militer dans le cadre de la France Insoumise, il fallait rejoindre une agglomération ou une ville. Pour être militant, il faut aller en ville. Et à un moment donné, moi, ça m'a gonflé. Et donc, en concertation avec les groupes d'action citoyens et citadins, j'ai pris l'initiative de constituer un groupe d'action local. Résultat, oui, il y a une potentialité à lutte. Simplement que le groupe a été créé en janvier. Actuellement, il compte 15 inscrits. Il fonctionne, il est certifié et il a 6 sympathisants avec des réunions régulières. C'est un bon début. Je suis désolé, je te prends le micro parce que là, j'essaie juste d'avoir un panorama des luttes et du coup, peut-être il y a un autre moment où on verra plutôt comment on construit les groupes d'action. Il nous reste juste pas beaucoup de temps. Voilà, on finit le panorama. Et après, on verra. La question, moi, que je voulais te poser, en fait, que je me demande, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont là-dedans à se dire, nous, on ne sait pas par quelle lutte commencer? Parce que là, on a beaucoup de luttes très claires. Est-ce qu'il y en a qui se disent, tiens, nous, on est là, mais finalement, on n'a pas de lutte évidente à mener. Et comme ça pourrait se poser peut-être dans ce groupe d'action dans le Gard. Juste pour compléter un petit peu le panorama, les luttes contre l'impact du tourisme en milieu rural. Voilà, des projets touristiques. Bah, nous, par exemple, on a monté un collectif qui s'appelait Non au Salon du 4x4, qui était un projet de tourisme de loisirs motorisés en montagne. Merci. Ouais. Hop là. Pour compléter ce que vient de dire la camarade, sur le littoral en Bretagne en particulier, les jeunes ne peuvent plus accéder au logement. Et il y a des associations du style, il y en a une sur l'île de Groix qui s'appelle Halte au terreau riche. Voilà, c'est rigolo, mais en même temps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Autrement, je voulais parler également, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais enfin, les algues vertes dans les Côtes d'Armor, c'est quelque chose, et il y a des grosses associations, une en particulier, Alto Marée Verte, qui se développe, et dans laquelle France Insoumise est participante. Merci. Deux des luttes qu'on mène en ce moment sur Mâcon, c'est l'accessibilité de la gare aux personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire en partie des personnes handicapées. Et l'autre grosse lutte, c'est contre l'artificialisation de terres agricoles pour la plantation d'un parc d'attractions historiques.
Yes. Encore un ou deux exemples. Oui, bonsoir à tous. J'ai été élu conseiller municipal et j'ai démissionné parce qu'on avait une grosse problématique sur l'eau en régie communale, avec beaucoup d'investissements avec l'agence de l'eau qui subventionne absolument plus rien, qui nous obligeait à plomber le budget de l'eau communal avec des emprunts et avec la perspective de limite donner notre réseau plus tard aux grandes régies comme Veolia ou Suez. Deuxième grosse attaque qu'on a eue, c'est le SCOT. Alors, c'est une sous-couche, la préfecture, qui nous interdit entièrement de construire sur nos petites communes, c'est-à-dire pour garder nos jeunes qui forcément ne vont pas s'installer, qui va donc fermer une classe à l'école, et ainsi de suite, effet boule de neige. Yes. Quand on fait le tour du paysage, on en voit pour le coup des combats. Je voulais juste savoir par rapport à groupe, est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là avec des groupes d'action en se disant on ne sait pas par quoi commencer ou on ne sait pas quel combat mener. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans cette situation-là ou est-ce que en gros là on a des cas dans lesquels les combats sont évidents. Ceux pour lesquels en gros c'est pas évident de savoir quelle lutte on mène, c'est service public, la écologie ou autre, est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a? Pour visualiser à peu près. Yes. Donc, en gros, plutôt, en fait, parce que la question qu'on se pose maintenant, et c'est un peu sur l'après et sur la suite de cet atelier, c'est comment, en gros, nourrir et comment avancer avec ça. Et donc, comme on le disait un peu en intro, finalement, là, cette rencontre, c'était en commun entre le pôle auto-organisation, qui vise à faire grandir les multiples formes de militantisme, comment chaque membre militant de la France insoumise se retrouve à être boule de neige et à faire grandir le combat là où il est. Et l'équipe Livret Ruralité qui, plutôt spécialiste de ces thématiques, sur la défense et la transformation des services publics, sur les questions de bataille écologique, qu'on arrive à mener la suite là-dessus. Dans la vision, en tout cas dans le panorama, et là ça rentre un petit peu là-dedans, il y a à peu près deux grands types de luttes qu'on se rend compte que les membres se retrouvent engagés là-dedans. C'est les luttes de services publics ou les luttes de transformation écologique. Donc on l'a dit un petit peu là-dedans. Dans le schéma un peu qu'on utilise, on va dire organisationnel, comme je vous l'ai dit un peu en intro, parce que moi c'est un peu mon terreau, on essaye de dépasser le stade de la lutte en disant l'enjeu, c'est pas seulement la lutte qu'on mène, mais l'organisation collective qu'on construit. Puisque on avance sur ces trois niveaux-là. On transforme à la fois les institutions, mais les groupes et les consciences. Et donc, quand on arrive à mener des batailles en milieu rural, c'est finalement comment chacun de nous est un peu militant organisateur, organisatrice d'une dynamique collective sur chacun de ces fronts qui peuvent être menés. Sur les questions écologiques, on appelle ça, en tout cas là, les groupes sur lesquels on a commencé à faire ça, on appelle ça des éco-syndicats. Juste pour notre schéma, c'est des communautés de personnes dont les intérêts collectifs sont finalement alignés avec les intérêts écologiques. Donc quand tu es riverain d'une agriculture polluante ou alors quand tu n'as plus d'accès à l'eau, en fait tu te bats pour tes intérêts, mais en fait tes intérêts ils sont alignés avec les enjeux écologiques. L'autre gros type de syndicats construits en milieu rural, c'est les syndicats de défense des services publics, les syndicats d'usagers, donc parents d'élèves, on a parlé usagers des transports et autres. Et l'idée qu'on a en tête, c'est comment on arrive à construire, comme Guillaume l'a fait, là, des petits comités organisatrices, dans lesquels on se retrouve à 2-3 et se dire, tiens, notre première mission sur le front là, ça va d'essayer de faire grandir ce groupe-là, et donc d'aller identifier des personnes dans lesquelles on va aller à la rencontre et qu'on va proposer de rejoindre ce collectif-là. L'idée sous-jacente derrière, c'est que, en tout cas, c'est dans l'histoire, ce qu'on a vu un petit peu, c'est que souvent la lutte, c'est une porte d'entrée vers un engagement politique plus large. Par exemple, un des trucs qu'on disait souvent, c'est pourquoi il y avait, alors je crois que c'est 8 fois plus de maires ouvriers en 1960 qu'aujourd'hui. Donc là, en gros, il y avait 8 fois plus de maires qui étaient ouvriers. Et parce qu'en fait, à l'époque, le syndicalisme ouvrier a constitué une école politique tellement forte et un marchepied vers l'engagement politique et vers l'occupation. Et c'est pas rien.
la sociologie de nos élus. Je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, mais en tout cas, on sait qu'il y a cet effet-là. Et donc, quand on construit ces organisations, ces sortes de luttes comme on a fait sur la Poste, on construit aussi, en gros, des écoles politiques pour démultiplier la force de la France insoumise, notamment sur ces territoires ruraux sur lesquels on est, sur lesquels on a des enjeux particuliers, parce que c'est peut-être là où ça va se jouer les prochaines élections. C'est là où il y a le plus de marge de progression dans les années à venir. Donc, on a 2 ans pour construire ces collectifs, 2-3 ans avant les prochaines échéances électorales. C'est maintenant, il y a un moment fort à jouer. La dernier élément que je voulais vous proposer, c'est juste ce petit élément de posture qui est que certains d'entre nous ont l'habitude, d'autres moins. C'est quoi finalement? Aller parler à des gens qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on connaît un peu, mais qu'on ne parle pas de ça, pour leur proposer de rejoindre un collectif de lutte. Donc là, la proposition que je vais vous faire là, d'abord, individuellement, c'est d'imaginer donc par rapport aux différents exemples qu'on a cités, vous allez, alors attends, je réfléchis par quel ordre je le prends. Vous allez vous mettre par 2 à chaque fois encore. Donc je vais vous demander, tiens, à ceux qui sont là, ceux qui sont à gauche de mon bras, de vous lever, tous et toutes. À droite de mon bras, du point de vue de celui qui regarde devant moi. Vous pouvez vous lever ici? Vous pouvez vous lever, merci. Vous vous levez et venir ici. Ah, on fait un peu du sport, mais il paraît que la révolution, il faudrait être à un moment en mouvement. Et donc on commence un petit peu maintenant. Je vous invite à le faire. On va se faire un peu une ligne là, et on va juste essayer, on va tenter un peu se mettre dans cette posture-là et de voir, tiens, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. S'entraîner, souvent on le dit, l'organisation collective, c'est un peu comme un sport. C'est bien de s'entraîner avant d'aller le faire, sinon on risque de se faire une cheville. Donc là, c'est pareil, vous allez, donc vous, si vous êtes là, vous allez être militante France Insoumise, et vous allez aller parler à quelqu'un qui est là, qui est pas militant, a priori, pour lui proposer de s'engager dans la lutte. C'est ça l'objectif, ok? Votre objectif, là, que je vais vous le donner, c'est d'avoir plutôt un oui de principe, ouais, ça m'intéresse, et de récupérer un numéro de téléphone, ok? Et là, en gros, vous allez être dans la position de quelqu'un vient de vous parler, et vous allez voir si la personne, de ce qu'elle vous dit, ça vous motive ou ça vous intéresse assez pour laisser votre contact. Je propose de finir par ça, un truc très concret, parce que souvent, ces grands schémas, les grandes visions, elles passent par cette capacité à aller parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Le truc que je vous propose de faire ici, c'est de commencer. Alors, je vais vous donner on va le faire de manière très, très courte. Donc, vous allez... On va peut-être faire bosser tous sur le même exemple, ça sera plus simple. Sur quoi vous avez envie de... Vous avez un exemple de lutte sur lequel il y a des gens qui ont particulièrement envie de bosser? Le maintien d'un bureau de poste. Ok. Ok, on va faire un truc service public et un truc éco-syndical. D'abord service public. Donc en gros, on est là. Imaginons ça peut être où le lieu qu'on va rencontrer les gens. Là, je vais vous demander, en gros, d'être plutôt... En gros, la première question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va rencontrer les gens le plus massivement possible. Et effectivement, peut-être comme certains d'entre vous, on va faire ça sur une place de marché. On a l'habitude de le faire avec la posture électorale. Là, on va aller le faire avec l'enjeu de construire et renforcer le collectif sur la défense du bureau de poste. OK? Donc, vous arrivez et phrase d'accroche que je vous propose, simplement, c'est il y a des personnes, en gros, il y a des personnes qui ont envie qui trouvent ça abusé, la suppression du bureau de poste, et qui vont avoir beaucoup de problèmes pour pouvoir accéder à ça, qui ne vont pas pouvoir se déplacer. Vous
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais faire simple. Allez. L'idée, c'est d'aller très vite sur un truc assez simple, sur lequel on ne va pas faire notre laïus, mais on va aller chercher ce qui est important pour l'autre. Le principe de cette accroche, c'est on n'a pas beaucoup de temps pour parler, on va aller assez rapidement chercher l'avis de l'autre personne, la faire parler avec une question ouverte, pour pouvoir ensuite utiliser ce qu'elle nous dit pour dire « Ah mais tiens, si c'est ça que c'est important pour toi, on va essayer de faire ça dans le collectif, est-ce que ça te dit de me laisser ton numéro ?» Ok ? L'idée en fait, je vous fais faire cet exercice parce que le travers militant, c'est le long discours qui cherche à convaincre et qui peut faire fuir. Merci. Donc voilà, je vais vous inviter encore quelques-uns d'autres à vous lever parce que vous êtes, s'il vous plaît, vous aussi vous levez et les rejoindre pour qu'on soit à peu près... Non, mais je vous invite à vous lever encore parce que j'ai compté et on est un peu moins. Ok, ça vous va? Donc vous êtes militant, militante et votre mission c'est de faire grandir le collectif de défense. Vous, la posture que je vous demande c'est a priori un peu neutre. Voilà, vous imaginez les gens, ils vont venir vous parler. Faites pas les relous absolus, quoi, les chiants. Il y aura des gens qu'on mobilisera jamais. Mais en gros, les gens, ce type de personnes là que vous pouvez avoir en tête, qui sont susceptibles de bouger, si jamais on va le chercher et qu'on l'écoute un peu et qu'on ne fait pas dans ce sens. Ok? Ça marche? Alors, je vous invite donc à venir et aller prendre la parole. Donc, c'est ça, bonjour, ouais, il y a pas mal de gens qui s'inquiètent par rapport à la disparition du bureau de poste. Vous, en gros, qu'est-ce que vous sentez par rapport à ça? Alors, il y en a qui ont réussi à mobiliser? Hein? Ouais. Ah, moi j'ai le 06 du monsieur en jaune. Voilà, bien ouais. Super, on en a combien en tout? Vous l'avez vraiment pris ou pas? Vous avez vraiment pris le numéro de téléphone? on a fait semblant. En tout cas, le but, en gros c'est basique, mais nous quand on fait dans le travail un peu de formation, quand on se dit allez, il y a un groupe. Donc là, les personnes qui font l'effort de venir aux amphis, c'est souvent les plus motivés, mais des fois dans nos groupes d'action, on a des gens qui sont un peu plus poussifs. Donc souvent, une des étapes, c'est un temps de travail, un peu d'entraînement, de formation, pour justement se donner confiance dans la capacité à faire ça. Et en fonction de la lutte qu'on a envie de mener, de se donner cette vision-là, parce qu'on sait que la clé, ça va être le nombre, ça va être de faire grandir les éléments. C'est bientôt l'heure de conclure, donc Manon, je te donne... la parole et de toute façon voilà, le travail va pouvoir continuer. Caroline d'abord. Du coup, pour conclure, alors effectivement c'est très court ce temps d'atelier, c'est très frustrant, on aura envie de continuer pendant pas mal de temps, il y a tellement de choses à dire. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà de nous rejoindre au niveau du livret Ruralité, Aménagement du territoire pour qu'on puisse vous accueillir, échanger avec vous, connaître vos luttes. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous venez discuter avec nous dans le cadre des amphis. Le repas samedi midi, il est ouvert à tous ceux qui veulent. Sinon, sur la plateforme Action Populaire, vous rejoignez le groupe d'action du livret. Et puis du coup, on pourra continuer à échanger. Nous, on va continuer à travailler avec Manon et Adrien pour essayer de proposer peut-être des temps de formation, d'autres choses à d'autres moments. On va voir un petit peu... Voilà, dans quel cadre on peut proposer ça. Et puis surtout, ce qui est important, c'est déjà de pouvoir, nous, avoir connaissance des luttes pour pouvoir les relayer et puis voilà, les partager sur les réseaux, partager, etc. Voilà. Merci.